Première chose, malheureusement, Robert Badinter n'a pas pu se joindre à nous. Il tenait absolument à être présent pour assister et remettre ce prix à la personne dont je vais dévoiler le nom à l'instant. Et également, le garde des Sceaux devait être là également, mais lui aussi a eu un empêchement de dernière minute puisqu'il a eu un déplacement. La période n'est pas effectivement favorable à ce genre de manifestation. Donc voilà, donc on va essayer de suppléer l'absence des absents pour remettre ce prix. Un mot sur le prix Malesherbes. C'est un prix qui a été créé dans l'histoire de l'association il y a une vingtaine d'années, en 92 même plus, par Robert Badinter. Il s'est passé la chose suivante, c'est que quand la succession a été prise dans l'association, les présidents sont succédés, mais Robert Badinter a toujours tenu à présider ce jury, malgré les nombreuses activités qui étaient les siennes, et nous avons pris l'habitude de nous réunir régulièrement chez lui, après sélection des ouvrages par le bureau, afin d'examiner les candidats qui avaient été retenus pour ce prix. Étant entendu qu'il a eu toujours cette formule tout à fait intéressante, l'histoire s'écrit au présent. Et c'est vrai que l'histoire s'écrit au présent, ça veut dire que nous, on lit les livres d'histoire avec nos interrogations du présent, et on verra que cette interrogation n'est pas étrangère au choix qui nous a retenus aujourd'hui. Donc ce prix a une histoire dans l'association, et le nom de Robert Badinter y est profondément attaché. Alors, pour cette année, il y a eu, je vais vous citer les noms des candidats qui ont été retenus. Nous avions d'abord Gwenaëlle Calment, Un crime atroce et secret, l'empoisonnement devant la justice royale, publié aux presses universitaires de Rennes en 2021. Nous avions Denis Crouzet, Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion, publié par Albin Michel en 2020. Nous avions Myriam Tsikounas, Le monde de Mathilde, femme savante et criminelle, publié chez Björk Éditeur, et également Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié à La Découverte en 2021. Après délibération du jury, le prix Malesherbes a été accordé à Madame Sylvie Lindeberg, qui est ici présente, pour son ouvrage que vous voyez ici, Le Nuremberg, la bataille des images, des coulisses à la scène d'un procès-spectacle, qui est publié chez Payot en 2021. Je crois que l'éditrice Payot est ici présente. Merci de votre présence et merci également à la famille qui est venue également pour ce prix. Je vais vous décerner ce prix, Madame Lindeberg. Voilà, je vous le donne. Alors, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est cette tension qu'on connaît bien dans le monde de la justice entre l'image comme preuve, d'un côté, qui est de plus en plus utilisée, et puis l'image comme spectacle. Et on voit à travers les portraits des acteurs que vous nous présentez à quel point ça a été une vraie bataille interne entre l'équipe d'un côté de Donovan, j'ai retenu les noms, et de l'équipe de John Ford, et puis l'équipe du procureur Jackson de l'autre côté, qui avait une autre perception plus écrite du procès. Donc ça, c'est un premier point qui nous a beaucoup intéressé. Le deuxième point qui m'a plus personnellement intéressé, c'est qu'il y a beaucoup d'images dans cet ouvrage, de clichés photographiques, et en particulier des observations que vous commentez sur des moments du procès. En particulier, m'a beaucoup frappé, le comportement de Göring au procès, son langage gestuel, qui était à lui seul un spectacle en soi. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a effectivement les images, le commentaire des images, qui m'a fait penser à une lecture qu'on pourrait appeler ethnographique du procès. Et c'est un des plus, je dirais, de l'ouvrage. Et puis, dernier point, alors je ne l'ai pas amené ici, mais je voulais quand même l'évoquer, et je voulais l'évoquer devant le garde des Sceaux, c'est l'actualité du livre. C'est que, comme vous le savez, le garde des Sceaux a présenté une loi sur la confiance dans le monde judiciaire, et il y a un décret qui vient de sortir, le 31 mars dernier, sur l'enregistrement audiovisuel des procès. Alors, je n'ai pas le texte, mais il m'a été communiqué tout à l'heure, mais l'idée, c'est de présenter, de filmer des audiences,
pour un intérêt, je crois, pédagogique, culturel et général, avec, et là vous me direz ce que vous pensez, avec comme interlocuteur le ministère de la Justice lui-même, alors que dans tous les exemples que vous nous donnez, c'est au contraire des acteurs de terrain qui sont aux manettes et avec une liberté extrêmement grande dans le filmage des procès. Donc je pense que c'est une avancée, c'est ce décret qui est sorti, mais est-ce que nous aurons une liberté aussi grande que ce que l'histoire nous montre à travers Nuremberg ou même le procès Eichmann, on en parle un petit peu aussi, puis d'autres? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous pensez que ce décret s'inscrit, comment pour vous ce décret s'inscrit dans votre perception de l'image des procès dans l'histoire? C'est une question, mais vous pouvez aussi réagir sur d'autres points. Oui, il s'inscrit à la fois, à mon sens, dans la logique de la loi de 1985 mise en place par Robert Badinter, au sens où le dispositif, autant que je puisse en juger, est extrêmement rigoureux, strict, avec des caméras fixes et probablement une caméra qui filme au fil de la parole, oui. Donc qui met largement de côté tout ce qui est plan d'écoute, ce qu'on appelle les plans de coupe, et sur lesquels j'ai fait mon miel dans ce livre. En revanche, il est complètement inversé par rapport à la logique de la loi en termes de diffusion, puisque la loi de 85 prévoyait 50 années avant la diffusion, même s'il y a des dérogations, et à l'inverse, celle-ci, qui prend en compte, si j'ai bien compris, je n'ai pas lu entièrement le décret, mais au contraire la question du droit à l'oubli, et donc, passé 5 ans, ces images ne seront plus utilisables et disponibles. Et il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, et en particulier, qui va filmer, quelles télévisions vont transmettre, est-ce qu'il y aura ou non, est-ce que le procès sera transmis de manière intégrale, est-ce qu'il y aura des coupes, et si oui, de quelle nature? Voilà, il y a plein de questions qui restent ouvertes, et c'est un chantier passionnant, mais en même temps très délicat. Merci beaucoup. Enfin, donc j'ai retrouvé le texte en question. C'est pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. Et il s'inscrit dans la logique de la loi 85 de Robert Badinter. Une circulaire est en préparation, d'après ce qu'il nous est dit, sur les demandes d'autorisation, sur les obligations des médias, sur l'enregistrement, la diffusion et les modalités techniques du tournage. Une circulaire, pas une contractualisation. Donc on peut voir effectivement comment les choses vont s'organiser. Alors nous allons maintenant décerner en second lieu la mention spéciale du prix qui a été accordé à Didier Leyt pour son ouvrage Viol d'enfants au Moyen-Âge que vous avez ici présent. C'est une étude sur la pédocriminalité à Bologne au XIVe siècle et XVe siècle. Claude, peut-être quelques mots sur l'ouvrage de M. Leyt. Alors, bon, d'abord, je prends la parole de façon un peu émue, il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, ça fait effectivement 20 ans que j'étais le premier prix Malzerbe, et j'allais avec mes 7 volumes de thèse de doctorat d'État chez M. Badinter, les déposer chez son concierge. 7 volumes. Voilà, 7 volumes, bah oui, c'était des thèses, c'est une thèse d'État. Voilà, donc ça c'est un premier élément d'émotion. Le deuxième élément d'émotion, c'est que c'est Didier Leyt, et que Didier Leyt, je l'ai longtemps accompagné, et qu'il y a effectivement une part de moi-même aussi dedans. Et pourquoi? Parce qu'il a une façon de concevoir le travail et le métier d'historien qui est exactement ce qu'il faut faire, je crois. C'est-à-dire consulter des archives, travailler beaucoup dans les archives. Ce livre repose sur une documentation totalement inédite à Bologne, on va dire 14e, 15e siècle, sur un long siècle. Et là, quand on se rend compte qu'il a pu trouver des viols d'enfants, à peu près 130, filles et garçons,
qui sont avec, et ça c'est la partie de Didier que j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup d'émotions répertoriées avec leur nom quand on les connaît, dans l'annexe numéro 1, pour ne pas les oublier, tout simplement. Parce que l'historien est là pour faire sortir de l'ombre des individus, hommes et femmes, et ici des enfants. Ça, c'est un élément que je pense qui est important dans ce livre, c'est qu'il y a le travail de l'historien et il y a la sensibilité de l'historien. Cette sensibilité, on la sent à l'écriture de Didier, à la façon dont il agence les chapitres et où il vous démontre des choses difficiles. Quelle est la différence entre l'homosexualité, la pédophilie, le viol proprement dit, alors que ce mot viol est très rare dans le vocabulaire médiéval. On décrit le viol en acte, plus qu'on ne le conceptualise. Donc il y a, si vous voulez, donc, il est professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris Diderot, et il est membre honoraire senior de l'Institut universitaire de France, qui est une sélection, parmi les dossiers, évidemment, donc des meilleurs, a priori, dans le monde universitaire. Donc, et c'est quelqu'un de très modeste. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la mode, tout en étant à la mode? Parce que depuis très longtemps, Didier travaille sur l'enfant. Et il est un des premiers, avec Denis Richet, à avoir démontré que l'amour pour l'enfant au Moyen-Âge existe. Qu'on n'a pas attendu le XVIIIe siècle pour aimer les enfants. C'est pas parce que les enfants meurent de façon, j'allais dire, presque chronique à l'époque médiévale qu'on ne les aime pas. Je me souviens d'avoir trouvé une lettre de grâce où un père était allé au cimetière pleurer parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas l'argent pour enterrer sa fille. Et du coup, il a volé. Alors je sais bien que ça pouvait être une supplique au roi pour obtenir la grâce. On n'est quand même pas dupe quand on est historien. Mais l'argument était plausible. Et c'est ça qui est important. Et donc Didier a commencé sur l'histoire de l'enfance. C'est là-dessus qu'il a fait porter ses travaux. Et il a continué ses travaux sur le genre, au sens noble du terme. C'est-à-dire, quelle est la place de la femme dans cette société par rapport à l'homme? Je me souviens de Georges Duby ayant dit, dont vous connaissez les travaux, ayant dit à la fin de sa vie, je n'ai finalement travaillé que sur la moitié de l'humanité parce que je n'ai travaillé que sur les hommes, ou presque, même s'il avait récité à une histoire des femmes. Donc, il a travaillé sur l'histoire du genre, pensant, quand je dis c'est dans le sens noble du terme, pensant que l'histoire des femmes ne peut pas s'exclure de l'histoire des hommes. Et qu'il y a par conséquent, quand on travaille sur les femmes, obligatoirement à regarder ce que sont les hommes au même moment. C'est ce parallélisme, cette comparaison qui est utile, et ça n'est pas donc, j'allais dire, un militantisme féministe débridé dont il est le porteur, mais une réflexion historique sur la place des femmes, dont il a nuancé, effectivement, le côté, si vous voulez, raide de la différence des sexes. Bon, c'est vrai que les femmes sont davantage exclues de l'espace ludique, ça on ne va pas le nier, hein, qu'elles s'occupent davantage de leur foyer, mais tout cela est aussi valorisant, hein, et par conséquent, il a montré qu'il fallait, je répète, connaître la différence entre les sexes pour mieux connaître la société médiévale. Et on en vient à ce livre qui rassemble tout cela. Pour moi, c'est... Alors j'espère que ce n'est pas le dernier, hein, bon. Mais c'est déjà une synthèse d'un travail de longue haleine, même s'il porte sur des archives que vous connaissez bien, Didier, puisque vous publiez parallèlement, et ça c'est pour les érudits, des statuts, hein, des statuts de la ville de Bologne. Hein, il y a 3 volumes hein,
viennent de sortir parallèlement à cela. Hein. Bon, les statuts de la ville de Bologne, c'est un bourreau de travail, hein, voilà. Mais c'est donc pour dire qu'il y a derrière là de l'archive et de la réflexion sur des thèmes qui vous sont chers, hein, qui vous sont chers. Et ces enfants, filles et garçons, on les voit apparaître. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a aussi des filles. Vous comprenez? Bon, et qu'il y a des garçons dont on tait le nom. On tait le nom parce que le fait d'avoir été déshonoré est encore plus important chez les garçons. Je vais juste dire, c'est plus important chez les garçons parce que c'est pas réparable. Les filles, on peut, à la limite, permettre un certain oubli. On peut aussi, tout simplement, les orienter vers la prostitution. Hein. Il y a des voilà, et le mariage réparateur. Ça, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution, le mariage réparateur. Je ne crois pas toujours, moi. Hein. Bon. Moi, je les vois beaucoup se prostituer aussi, parce qu'elles ont été déshonorées. Donc, on a là un travail qui est à la fois sur la, et je vais m'arrêter là, qui est à la fois sur la criminalité, mais aussi sur la société. Et dans cette association, vous voyez, où je suis depuis un certain temps, maintenant, je le disais tout à l'heure dans l'Assemblée générale, la grande valeur de cette association, c'est de réfléchir sur la façon dont la justice du passé peut nous aider à comprendre à la fois la justice du présent et la société du présent. Et croyez-moi, quand on lit ce livre, on n'est pas totalement dépaysé. Alors, est-ce qu'il reste des fils, un long fil conducteur sur le très long terme, et que finalement, ce clin d'œil sur le XIVe et le XVe siècle, mais surtout le XVe siècle, non, XIVe, XVe siècle, à Bologne, c'est un clin d'œil qui en dit beaucoup plus long sur nos attentes et sur notre façon d'envisager la société actuelle. Voilà, je vous remercie. Merci. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire le fait que les violences sexuelles sont très tributaires, mais dans toutes les époques, des représentations sociales du moment. Et ce que vous dites quand vous séparez bien les filles et les garçons, ce qui effectivement nous sort d'une ambiance contemporaine que je ne veux pas rentrer, mais cette différence-là entre les filles dont le viol est irréparable, forcé ou réparateur, et les garçons dont le viol est irrémissible, comme vous le dites, montre à quel point ces violences se réfléchissent dans le monde de la croyance. Est-ce que pour vous, ça a été présent dans votre travail, et comment vous l'analysez et comment vous l'avez observé? Merci beaucoup. Donc oui, je crois qu'il me semble qu'il y a une différence énorme en termes de genre entre d'un côté quelque chose qui se décline au féminin, c'est-à-dire le viol, et de l'autre côté quelque chose qui se décline au masculin, qui est la sodomie. Alors, et ce terme de sodomie, il est très important parce que c'est un peu là-dessus que je suis parti. J'essaie d'expliquer dans la préface que peut-être ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est les manifs de 2013 finalement, et la boîte opéra de mai 2013, parce que c'est à ce moment-là que j'ai entendu dans la rue des gens, dans les manifestations donc anti-mariage pour tous, confondre allègrement zoophilie, pédophilie, homosexualité. Et je me suis dit, mais pourquoi des gens, mes contemporains finalement, sont capables de mélanger des catégories aussi diverses? Enfin, si on réfléchit, il n'y a pas grande... Enfin, voilà. Et peut-être que l'explication, elle est à chercher dans l'histoire, justement. Et l'histoire nous montre qu'effectivement, il y a une catégorie très polysémique qui s'appelle la sodomie, le vice sodomite, le péché contre nature. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle, dans cette société médiévale, le sodomie, on pourrait dire, est à la fois un crime, mais aussi un péché, alors que le viol n'est que un crime. Hein. C'est pas un péché, c'est un crime selon la nature, d'une certaine manière. Et donc ça pose aussi tout le problème du consentement, et ça c'est vraiment fondamental. Et peut-être la dernière chose que je voudrais dire, aussi pour rebondir un peu sur ce que disait Claude, et je trouve, merci Claude d'avoir souligné, je crois, la manière d'écrire peut-être, parce que c'est vrai que je pense qu'une des grandes difficultés sur un sujet comme celui-là, c'est effectivement la place de l'historien. C'est-à-dire qu'à certains moments, en particulier pour rédiger la deuxième partie, qui est vraiment le moment où on voit ce qui se passe au moment du viol, et après le viol, les conséquences sur ces corps en lambeaux de ces petits-enfants, entre 4, 5, 6, 10 ans. Il
il y a des moments où, même si on sait qu'on est dans un texte très stéréotypé, très aseptisé, le notaire parfois, finalement, dit des choses, on sent vraiment de l'émotion de sa part. Voilà. Il m'est arrivé de sortir des archives, d'aller me balader dans Bologne, c'est pas très désagréable de se balader dans Bologne, mais en tout cas, l'émotion, voilà, et de revenir, tout à fait, et de revenir pour faire mon métier d'historien. Et ensuite, il y a la manière d'écrire. Effectivement, je pense qu'il faut garder la bonne distance quand on écrit sur des choses comme ça. C'est-à-dire que, bon, mes collègues qui sont présents ici le savent très bien, lorsqu'on travaille sur l'inceste, lorsqu'on travaille sur le viol, garder la bonne distance, ça veut dire à la fois en dire assez, d'une certaine manière, mais ne pas en dire trop. Hein. C'est-à-dire on peut naviguer entre deux écueils qui seraient l'euphémisation et le voyeurisme. Et je pense que quand on écrit, on se pose vraiment ces questions, quand on écrit sur des sujets comme celui-là, et je pense qu'on est obligé, voilà, l'historien, finalement, qui écrit sur ces sujets-là, doit se poser ces questions-là, parce que c'est vraiment fondamental. On ne doit pas laisser le texte comme ça sans le commenter, il faut le commenter, évidemment, mais attention, parce que finalement, on peut très bien vite tomber dans une sorte de ce que j'appelle le voyeurisme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, grâce à Sylvie Lindeberg, vous présenter un extrait d'un film dont vous allez peut-être nous dire un mot pour le présenter. C'est le procès de Nuremberg, c'est un extrait de 20 minutes, la version soviétique, qui est une grande première dans la vision qu'on peut en avoir. C'est un document privé. Avant peut-être le film, je vais dire quelques mots. Puisque Robert Badinter n'est pas là, je vais quand même m'adresser du coup personnellement à lui. Parce que je vois dans sa présence à la présidence de ce jury, finalement, le signe d'un fil invisible qui remonte à l'année 1980. J'avais à l'époque 16 ans et j'écrivais mon tout premier article publié dans la revue Convaincre. Et c'était, certains la connaissent, et c'était un plaidoyer vibrant contre la peine de mort. Sans doute un peu trop lyrique, hein, je n'ai pas relu depuis. Mais vous imaginez mon émotion lorsque Robert Badinter, le 17 septembre 81, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour demander l'abolition de la peine de mort. Je voudrais vous dire encore que ce livre, je l'ai écrit dans un état d'inquiétude, en raison d'abord de mon absence de formation juridique, et aussi parce que je craignais de ne pas être à la hauteur de cet événement imposant qu'était Nuremberg. Et à l'origine d'ailleurs, ça devait être uniquement les pages d'un premier chapitre dans le cadre d'un livre consacré au filmage des procès dans le cadre de la justice internationale. Et évidemment, il m'avait paru absolument essentiel de remonter à la matrice Nuremberg et de comprendre surtout qui véritablement avait filmé ce procès. Et grâce aux archives, j'ai pu établir que 3 équipes étaient en coprésence dans ce prétoire, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les soviétiques, sous la direction de Roman Carmel, je vais montrer un extrait de ce film tout à l'heure, ils filmaient, eux, véritablement dans la tradition des films de procès qui, en URSS, remontaient aux années 20. Les opérateurs d'actualité, ça nous ramène aux journaux télévisés, qui, eux, mettaient l'accent surtout sur l'émotion du spectacle. Et enfin, les caméramans militaires du Signal Corps américain. Mais il y avait encore une 4e tradition, et je pense qu'elles y sont toutes là. C'était celle des fictions hollywoodiennes, puisque le premier projet de filmage avait été porté par l'équipe de John Ford, qui s'était très largement inspiré de son grand film Young Mr. Lincoln. Et donc il y avait un écart considérable entre ce premier projet et puis le tournage effectif. Et j'ai retrouvé cet écart à une autre échelle, celle de la campagne d'information conduite par les Américains. L'équipe de Jackson, c'est pour ça que j'ai finalement consacré un livre entier à la mise en scène, la mise en image et la mise en récit de ce grand procès. J'étais aussi, moi, face à une montagne d'archives et il fallait véritablement la rendre digeste, en offrir presque une essence au lecteur et puis incarner ce récit. Et donc j'ai fait le choix de prendre pour personnage ces pionniers américains qui se sont engagés avec un enthousiasme considérable
dans la préparation du procès et essayer d'un peu de rentrer dans leur univers mental, dans leur horizon de lecture de ce procès de Nuremberg. Et puis j'ai tenté de prendre la métaphore du spectacle et du théâtre, évidemment comme un outil d'analyse de ce procès, mais aussi comme un moteur d'écriture. Mon livre organise un va-et-vient entre la scène et les coulisses et joue des registres de la tragédie, mais aussi de la comédie humaine, du drame moral et du conte cruel. Et je voudrais dire que pour tout cet aspect du livre, je veux dire tout ce que je dois à ma compagne Ania Szczepanska, qui est cachée derrière son appareil photographique, parce que ces conseils, ces relectures ont été véritablement essentiels. Et puis, comme il y a aussi 2 personnes que je voudrais remercier dans la salle, leur exprimer ma reconnaissance, à Béatrice Houplin qui me soutient de sa confiance depuis mes premières publications, et mon éditrice Sophie Bajard qui a publié ce livre sans en connaître l'auteur. Peut-être qu'elle le regrette aujourd'hui, maintenant qu'elle connaît l'auteur, je l'ignore. Mais voilà, merci à elles 2 également. Et puis si je peux me permettre, vous avez parlé de l'actualité. Et donc il y a encore d'autres actualités de Nuremberg aujourd'hui, au moins 2 auxquelles je pense, bien évidemment, qui font résonner de manière tragique ce livre. Bien évidemment la guerre en Ukraine, puisque je pense à ces pancartes qui sont levées par les manifestants qui demandent un Nuremberg pour Poutine. Je pense aussi, mais alors ça c'est vraiment avec une ironie amère, à ces discours incendiaires du procureur soviétique Rudenko à la tribune de Nuremberg, reprochant aux accusés d'avoir envahi l'Ukraine en 1941, et puis aussi avec émotion à Robert Jackson, qui avait mis au cœur de sa stratégie d'occupation le crime de guerre d'agression, et qui rêvait, et c'est un rêve brisé, d'assurer depuis longtemps, malheureusement, d'assurer la paix par le droit international. Et puis la dernière actualité, vous avez parlé de la loi, c'est aussi celle du procès des attentats du 13 novembre, que je suis actuellement au sein d'un merveilleux groupe de recherche qui s'appelle Prométhée, et que Denis Salas et Sylvie Humbert connaissent bien. Et il se trouve que la semaine dernière, vous y étiez, je crois, à l'occasion de la projection, du débat sur la projection des images du Bataclan, le précédent Nuremberg a été à nouveau évoqué. Et pour moi, vraiment, ce va-et-vient dont vous parliez tout à l'heure entre le passé et le présent, il est là aussi. Et pour nous, ce travail, c'est en même temps, je dirais ici, un miroir renversé, parce que nous voyons dans la salle, dans le prétoire, devant les écrans, se construire l'archive de demain, celle des futurs historiens. Et ça, c'est évidemment absolument passionnant. Et je crois que notre travail, il est à la fois ici, à la fois scientifique, mais citoyen, parce que nous cherchons aussi à nous engager dans les débats de la cité, pour le coup, sur notamment la place des images croissantes dans les prétoires, vous l'avez dit, Denis. Et l'une des thèses de ce livre, c'est aussi de dire que la manière d'utiliser les images, de filmer les procès, est véritablement un symptôme, un puissant révélateur des philosophies de la justice, des manières de juger, et puis des conceptions de la communauté au nom de laquelle la justice est rendue.